Alors, on revient sur le plateau. Je le disais, on continue d'évoquer un peu la question du système de santé avec ce constat de l'Organisation mondiale de la santé qui estime que le système de santé en Afrique ne fonctionne qu'à mi-régime. Et nous accueillons avec nous Jean-Luc Assia-Collé, Ivisage Togo. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Samuel, bonsoir aux auditrices et auditeurs de Nouveau TV. Alors, Vivien Thomy, vous avez la parole. En fait, je disais que à part la vision politique ou la volonté politique, il y a effectivement aussi nos habitudes. Il faut dire qu'en Afrique, en réalité, nous n'aimions pas tellement les hôpitaux. Nous avions nos façons de nous traiter, tradithérapie, ainsi de suite, si bien qu'il faudra du temps pour que certaines choses deviennent réalité. Alors justement, quand on parle de système de santé, on parle de système moderne où on met tout ça dedans, tradithérapie et tout. En réalité, c'est l'ensemble, puisque l'Afrique devrait pouvoir bénéficier de ses atouts. Moderniser par exemple, voilà, moderniser la tradition. Et nous sommes le seul continent consommateur, c'est-à-dire que tout nous vient là-dessus et puis on l'accepte, mais on oublie nous-mêmes nos valeurs. Après la médecine européenne ou occidentale ou moderne, entre guillemets, voilà aussi la médecine chinoise qui nous envahit. Et bientôt, on aura aussi la médecine australienne. Mais nous-mêmes, nous avons nos façons de nous guérir. Nous avons nos façons traditionnelles d'assurer notre santé. La consommation, on se jette sur les boîtes de conserve, alors qu'avant, on avait notre façon à nous de nous guérir. Vous savez que les vieux au village sont plus solides que les jeunes maintenant en ville. Parce qu'on a voulu imiter, entre guillemets, les Occidentaux et on se tue à petits coups. Et ce qui manque criardement aussi, c'est la sensibilisation, c'est-à-dire que l'autorité doit prendre certaines responsabilités. Prenons la question d'obésité. En principe, on ne devrait pas avoir un problème d'obésité en Afrique, puisqu'on a tout ce qu'il faut pour ne pas être obèse. Mais est-ce qu'il y a une volonté de lutter contre l'obésité? Non, on s'en fout pour le moment, ce n'est pas la priorité. Et pire encore, les maladies qui nous rattrapent comme Ebola et pire encore le choléra, ça c'est ridicule. La rougeole, ce n'est pas normal. Nous sommes quand même en 2018. Donc je crois qu'il faut quand même qu'il y ait un effort de part et d'autre, d'abord au niveau de nos dirigeants, mais aussi au niveau des petits responsables, des chefs, des directeurs, que chacun puisse assumer sa responsabilité pour que nous puissions avoir une meilleure santé. Le directeur du CHU, Sylvain Solimpio, n'a qu'à sévir et punir, par exemple, tous ceux qui seront arrêtés en train de vendre en catimini des produits pharmaceutiques qu'on devrait utiliser gratos pour les patients. Peut-être qu'on vous le dira que lui-même doit être exemplaire aussi. Pour donner un exemple. Jean-Luc, sur le système de santé en général en Afrique. Non, je crois que l'OMS, quand je prends par exemple l'Organisation mondiale de la santé, fait quand même des efforts sur le plan, quand je prends le domaine de lutte contre le VIH-Sida, par exemple, il y a un effort considérable qui a été quand même fait. Bon, on a peut-être mis beaucoup l'accent sur ça parce qu'il y avait aussi à gagner avec les préservatifs. C'est vrai, ça il faut le reconnaître aussi qu'il y avait des firmes derrière qui gagnaient beaucoup, qui faisaient leur business. Qui faisaient leur business, ça il faut le reconnaître. Mais en même temps, il faut reconnaître aussi que ces campagnes ont quand même donné. Campagne de sensibilisation et autres, ça a donné. Alors maintenant, je crois que l'OMS fait face aussi à certains problèmes dans le continent africain, ou sur le continent africain. Il y a par exemple le problème de financement. Avant que la plupart de nos États africains préfèrent financer plus la sécurité et la défense que le secteur de la santé. Et ça, c'est un problème auquel l'OMS fait face. Il y a également les financements qui viennent de l'extérieur. Alors, ces financements qui sont mal gérés dans nos pays, enfin, il y a des exemples, les exemples sont légion. Le Togo, par exemple, où un ministre, on a fait venir des moustiquaires et le ministre, c'est ce qui a été dit. Oui, c'est ce qui a été dit. Rien n'a été prouvé. Voilà, alors si le ministre n'a rien dit, ça veut dire que c'est vrai. Alors. Et donc, il y a tellement d'exemples. Maintenant, sur le problème de financement, à part le problème de financement, il y a le problème de ressources humaines. Ça, vous l'avez déjà évoqué. La plupart des médecins aujourd'hui africains préfèrent évoluer en Occident parce que il y a mieux à gagner là-bas. Il y a mieux à gagner, justement. C'est par rapport à ça. Il y a mieux à gagner. Ils préfèrent se retrouver là-bas parce qu'ils savent que ils seront rémunérés à juste titre, ce qui n'est pas le cas dans nos pays africains. Et je crois qu'il y a aussi les problèmes de leadership
et de mauvaise gouvernance qui pose aussi un problème pour le système de santé en Afrique. La plupart des pays africains qui sortent de guerre ou qui sont en guerre ou qui sont dans des pays dictatoriaux et autres. Et donc ça joue sur le système de santé en Afrique. Et donc je crois que pour vraiment faire décoller les choses, il faudrait que nous, Africains, nous prenions d'abord conscience nous-mêmes et que nous arrivons à bien gérer les choses pour que peut-être que l'Occident aussi puisse nous donner un coup de pouce. Alors, Constant Lemou, je l'évoquais avec Vivien, peut-être qu'il faudra aussi mettre l'accent sur la médecine traditionnelle pour la faire accompagner du modernisme afin qu'on ait un système plus efficace. Effectivement, la médecine africaine, elle est assez efficace, sauf que notre destin de coloniser nous oblige à accepter mieux ce qui vient de l'Occident que ce que nous avons chez nous. On a les médecins formés à l'occidental démontrent à suffisance que le traitement à base des herbes, à base de nos réalités africaines ne sont pas efficaces. Et pourtant, lorsque vous y allez, vous comprenez aisément que il s'agit de juste réajuster le dosage d'un produit et il est plus efficace que ce qu'on nous apporte de l'Occident et surtout n'a pas d'effet secondaire, n'a pas de conséquences cancérigènes à long terme parce que c'est la nature pure et dure. Beaucoup d'Africains et des Togolais que je connais bien ne mettent jamais pied dans les structures de soins de santé et toujours en bonne santé parce que ils s'alimentent bio et ils se traitent bio à base de notre réalité africaine, notre environnement. Et ça marche. Mais comment arriver à convaincre le politique à promouvoir ce domaine? C'est ça ce que nous appelons quelque part aussi, c'est parce que des politique. fois, le charlatanisme rentre... Je ne parle pas du charlatanisme. Dans la tradithérapie et ça fait peur aux dirigeants. Je ne parle pas du charlatanisme. Oui, bien sûr. Je ne parle pas de la du religieuse. Bien sûr, ça c'est du côté religieux. Moi, je parle du traitement à base des plantes. Oui, là on est d'accord là-dessus. Je ne parle pas de la magie africaine. Je vais t'aider. Je parle on est d'accord là-dessus. Du traitement à base des plantes. C'est on très est d'accord là-dessus. Sauf qu'il que faut pousser les recherches et avoir des formules. Des procédés de dosage et autres. Voilà. Juste pour que ça soit bien pris suivant le cas et le degré de la maladie. Moi, ce que je dis, c'est que qu'est-ce qui fait peur aux gouvernants pour qu'ils ne puissent pas prendre la décision de promouvoir la tradithérapie? C'est parce que des fois aussi, cette tradithérapie est envahie par le charlatanisme, les charlatans qui mettent un peu de... c'est mauvais en choix? C'est aussi non, il ne faut pas se tromper. Nous sommes d'arrière-plan charlatans. Oui, mais il ne faut pas se tromper. Il y a une expression en France qui dit les médecins sont des charlatans. En fait, quand on dit charlatan, ça veut dire que ce n'est plus tellement la pratique technique naturelle traditionnelle. C'est les églises qui nous sont abouties. Mais non, pas ça forcément. Il y a de faux tradithérapeutes aussi. Prenez un exemple, le citron. Le citron a beaucoup de vertus. Quelqu'un qui a mal au ventre, il suffit de prendre un verre d'eau, de mettre du jus de citron dedans, du citron naturel pressé, et vous y ajoutez un peu de sel, ça marche. Vous donnez un remède, est-ce que c'est scientifiquement prouvé? C'est scientifiquement prouvé, vous pouvez l'essayer. Maintenant, le problème en Afrique, c'est que... Oui, si vous permettez... Sur le plan religieux, nous sommes tous d'accord que chacun a foi en quelque chose. D'accord. Mais si vous trouvez que le charlatanisme en Afrique, donc le point religieux, tue les Africains, que dites-vous des médecins qui font de fausses prescriptions, qui tuent les gens par de fausses prescriptions? C'est encore plus grave. Sont-ils des charlatans ou non? Ils sont des charlatans aussi. À l'occidental. Bien sûr. De cela, la médecine nous sommes d'accord. On va écouter Jean-Luc. Qui ne doit pas tuer. Nous sommes d'accord. Donc, ce sont des charlatans. Si nous voulons croire. Récemment, j'étais au CHU Tokwe, je veux dire Sylvanus Olympio. Quand on a pris 15 bonnes minutes pour m'évangéliser avant de me demander de quoi je suis. Ah, mais ce n'est pas les médecins qui le font, hein? Mais je dis bien, j'étais allé en consultation. Ce sont les médecins. J'étais pas à une église. J'étais pas à une église. Voilà la réalité. Mais vous avez accepté, alors. La réalité, c'est quoi? C'est que lorsque on connaît le Dieu occidental, nos parents qui nous ont donné la vie, qui nous ont élevés jusqu'à ce que nous prenions conscience de nous-mêmes,
nous les traitons de sorciers. Non, c'est ça le drame africain. Samuel, si tu permets, je vais expliquer ce côté. J'ai donné tout à l'heure l'exemple du citron. Là où je parle de charlatan, c'est quoi? Cette remède-là, elle est naturelle. On peut l'utiliser et guérir beaucoup de personnes. Mais le charlatan va y ajouter les crachats, ainsi de suite, alors que c'est faux. Tout ce qu'on dit, c'est que les gouvernants peuvent faire la promotion de la tradithérapie si c'est du vrai, c'est du naturel. Si on n'y ajoute pas du mensonge. Vous avez vu que même au niveau de la communication, l'ARAC a interdit carrément que les médias fassent la publicité pour la tradithérapie parce qu'il y en a qui mettent de n'importe quoi dans les bidons et qui les vendent aux bonnes femmes avec tous les mensonges. Un seul produit ne guérit pas 34 maladies. C'est ce que nous appelons volonté politique. Il faut accompagner le secteur et l'assainir. Voilà. C'est ça le problème. En fait, c'est ce que je voulais dire. Là, nous sommes d'accord. C'est ça le problème. Au gouvernant d'assainir ce secteur pour recadrer les choses pour que les gens ne puissent pas tromper les gens. Une seule bouteille ne guérit pas 34 maladies. Ça, c'est faux. Et il faut qu'on arrête ça au niveau de l'Afrique aussi. Voilà. Il y a des menteurs dans tous les domaines. On va changer de sujet. On prend la direction maintenant du Sénégal. Plus de 80 candidats ont manifesté leur intention de se présenter à l'élection présidentielle de février 2019 dans le pays. A-t-on appris ce lundi au début d'une campagne de collecte de parrainage destinée à limiter le nombre de candidatures dans un pays qui compte plus de 300 partis politiques. Ça doit laisser rêveur ceux qui pensent que le Togo a une pléthore de partis. Cette campagne doit durer au moins 4 mois jusqu'à la période prévue pour le dépôt des candidatures entre le 11 et le 26 décembre prochain. Alors, 80 candidats, c'est vrai que c'est des manifestations d'intérêt, mais quand même. C'est vrai que c'est énorme, 80, c'est énorme. Mais pour le Sénégal, je dis, il n'y a pas de souci. Parce que le Sénégal, c'est pas comme le Togo. Le Togo, c'est un petit pays, mais le Sénégal, attention. Mais je crois qu'à un moment donné, le gouvernement sénégalais a essayé de restreindre, de limiter avec certaines techniques, comme par exemple, on demande aux candidats d'avoir un parrainage du corps électoral avec 52 000 signatures. Et le montant, la caution pour la présidentielle, bon, c'est vrai qu'il était de 105 millions, qui est ramené à 30 millions. Bon, je rappelle qu'à la matière, le Bénin veut faire réception de 250 millions. Ah oui, 250 millions, oui, au Bénin, c'est vrai. Non, je crois que 80 pour le Sénégal, j'estime que ce n'est pas assez. C'est vrai que c'est énorme, mais c'est pas assez vu qu'il y a dans ce pays 300 partis politiques. Il faut aussi noter que ces 80-là, ce ne sont pas tous qui seront retenus. Déjà, il faut déjà avoir les 52 000 signatures. Voilà, et aussi, quand nous prenons Karim Wade, Khalifa Sall, leurs candidatures ont été rejetées. Maintenant, revient à la Cour suprême de se prononcer sur le cas de Karim Wade. Mais je pense que moi, personnellement, j'estime qu'il faudrait quand même qu'on puisse arriver à la méthode occidentale qui consiste peut-être à avoir 2 blocs. Les primaires d'abord, et peut-être d'abord avoir 2 blocs, c'est-à-dire d'un côté soit les républicains ou les démocrates, etc. Et maintenant, au sein de ces blocs, essayer de faire des primaires. Encore faut-il que nos réalités sociales reflètent cela. Oui, c'est vrai. Vous avez la gauche, la droite. Bon, si on demande aujourd'hui... C'est quoi la gauche chez nous? C'est quoi la droite? Non, mais tu as parfaitement raison, parce qu'aujourd'hui, la plupart de nos partis politiques aussi essaient de se calquer sur les partis les partis politiques de l'Occident. C'est quand même le drame, mais je pense quand même qu'il faut qu'on sorte de ça. Parce que la plupart de ces candidats qui se présentent à l'élection présidentielle, certains c'est juste parce qu'on a envie de le faire, on a un peu d'argent et on se positionne, alors que d'autres c'est juste parce qu'on a de vrais programmes pour le pays, pour faire développer le pays, et c'est pour ça qu'on se positionne. Donc je crois qu'il faut quand même à un moment donné qu'on puisse trouver des moyens pour permettre à limiter tout ce nombre de candidats qui veulent postuler pour la présidence. Alors, Constant Lemou, quand on a 80 personnes qui manifestent l'intention d'être candidat, est-ce que c'est un message, peut-être dans ces 80 il y a Macky Sall, mais 79 personnes contre lui, ça veut dire qu'il a échoué selon eux? C'est normal que chaque citoyen aspire à la magistrature suprême. Lorsque la candidature est ouverte à tout citoyen qui remplit les conditions, bon, ceux qui se sentent à même
d'accéder à la magistrature suprême, ils ont le droit de manifester leur intention d'être candidats. Exactement, ils sont 85 au Sénégal. Ils sont 85. Alors, c'est normal quand même qu'on applique un certain règlement pour pouvoir décongestionner cette course vers la magistrature suprême. Hein? Si certains contestent déjà le fait qu'on leur demande le parrainage de 52 000 signatures réparties au moins dans 7 régions sur 14, avec minimum 2000 signatures par région, c'est normal. On ne peut pas admettre qu'un candidat à la magistrature suprême ne puisse pas réunir 1% de la population. Alors ça devient un peu de n'importe quoi. Hein? Ça devient un jeu de ceux qui ont un peu de moyens de se faire un nom. Mais c'est plus sérieux la présidentielle, c'est plus sérieux que un simple jeu entre les... Ça permet aussi que un président qui est appelé à gouverner l'ensemble du pays soit représenté au moins dans la moitié, au minimum dans la moitié de son pays. Hein? On ne peut pas admettre que quelqu'un se cantonne dans la capitale et il se contente de l'électorat de la capitale, il s'estime être élu. Ce n'est pas normal. Il faut obliger. Je souhaite vivement que ce principe arrive dans notre pays, de sorte que tous les partis politiques puissent s'intéresser à l'ensemble du pays et non d'une région et faire le voyou sur la scène politique devant les micros, sur les plateaux, soi-disant hommes politiques. Là, c'est de n'importe quoi. Tommy, le système de parrainage, on demande 0,8% du corps électoral, ça fait 52 000 signatures. Au Sénégal, ça pose problème. Il y a beaucoup de polémiques là-dessus. Parce qu'on estime que c'est d'abord une manière d'éliminer naturellement peut-être les candidats fantaisistes, mais au même moment, le parti au pouvoir qui remet les fiches qu'il faut aller remplir peut faire des doublons avec des signatures et tout ça. Vous savez, ce n'est pas seulement au Sénégal que ça existe. Ici, déjà, pour créer un parti politique, il faut réunir quand même un minimum de signatures des citoyens sur l'ensemble du territoire en réalité. Et pour être candidat à la présidentielle aussi, il faut avoir effectivement la caution d'un nombre de citoyens. Ça existe chez nous. Ce qu'il ne faut pas... Limité. Oui, c'est trop limité. Nous sommes un pays à superficie quand même. Non, par rapport à notre population, c'est trop limité. Bon, peut-être que dans les jours à venir, ça va être élevé. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que sur la 80aine de candidatures à la présidentielle, il y a ce qu'on appelle aussi les candidats du président. Chaque président sortant se crée toujours des candidats. On appelle ça en politique au cas où. Si jamais l'opposition radicale ou l'opposition tout simplement boycotte les élections, tu es sûr d'avoir tes 2 accompagnateurs. Ça aussi, ça existe. Vous allez voir qu'à quelques minutes des élections, bon, je ne vais pas donner les noms, à quelques minutes des élections, beaucoup de candidats vont se désister et carrément quitter parce qu'ils avaient des objectifs. Il y a aussi certains candidats qu'on appelle on va créer le mot, ça n'existe pas, mais les journalistes ont le droit de créer, les diviseurs de voix. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont candidats juste pour affaiblir tel ou tel candidat dans tel milieu où on voit que, écoutez, ce monsieur peut nous faire mal dans telle région. Donc, on prend l'un de ses frères. Et vous savez que chez nous, en Afrique, on a l'habitude de mettre l'importance sur les relations fraternelles. Beaucoup de citoyens votent plus pour leurs frères que pour les programmes politiques. Donc, il y a tous ces jeux-là qui sont mis ensemble pour qu'on puisse en avoir autant au niveau de la candidature pour la présidentielle. Maintenant, il faut noter aussi que le Sénégal, c'est un pays un peu plus grand que nous et qui aussi a des réalités. Mais sur la 80aine, ça veut dire qu'il y a presque une quarantaine qui voudrait affronter le président Macky Sall. Ce qui veut dire que le président Macky Sall doit se remettre en question. Ça veut dire que je ne suis pas tellement aimé par mes concitoyens. Il faudra quand même se remettre en cause. Et il ne faut pas perdre de vue quelque chose. Vous allez voir que pour ces élections, il y a les jeux d'alliance.
Il y a des candidats qui, carrément, vont dire, bon, écoutez, c'est comme à l'élection de président de la Fédération togolaise de football. Nous étions là pour la couverture d'une conférence d'un président qui dit, bon, je suis candidat, mais bon, si vous trouvez qu'il y a un autre candidat qui peut mieux faire l'affaire, ben votez pour ce candidat-là. Bon, ça aussi, ça arrive. Et en politique, beaucoup plus, parce que il y a beaucoup de calculs qui sont faits à ce niveau. Mais, comme le disait Jean-Luc, en réalité, moi, je ne vais pas dire 2 candidats, mais on doit tendre vers un système qui consiste à avoir un candidat pour l'opposition générale, un candidat pour le parti au pouvoir, et peut-être un 3e qu'on peut appeler centriste, qui a un pied dans l'opposition, un pied dans le pouvoir, ou bien qui vient de la société civile, par exemple, pour que les citoyens prennent leurs décisions. Alors, Jean-Luc, j'évoquais la fiche de collecte des signatures. Beaucoup de Sénégalais disent que cela peut être sujet à fraude, puisque vous avez la fiche, les gens doivent signer et vous remettre la photocopie de leur pièce d'identité. La signature doit être conforme à celle sur la pièce. Combien de Sénégalais ont des pièces d'identité? Non, mais ils ont tout à fait raison d'évoquer cela comme problème de fraude et tout, parce que ce serait aussi trop facile. Je peux peut-être me retrouver dans ma chambre et vous savez, on sait comment les gens arrivent à se faire facilement des cartes nationales d'identité. Il y a des réseaux qui sont dans le système, et donc on peut peut-être créer des personnes fictives et on appose juste des signatures avec ces cartes d'identité là, et hop, le tour est joué. Et donc je crois qu'ils ont raison quand même de s'opposer à cela. Mais en même temps, je comprends aussi le gouvernement qui cherche, ou le pouvoir qui cherche peut-être à filtrer le nombre, à permettre à ce que ce nombre puisse être réduit. Mais fini, je pense qu'il revient, n'est-ce pas, au ministre au ministre de la Sécurité ou de l'Intérieur ou au gouvernement sénégalais de contrôler cette façon de faire là, de voir à peu près, de vérifier ces cartes d'identité là qui seront auprès de ces signatures là, pour vérifier vraiment si c'est conforme, si c'est vraiment, ces personnes existaient vraiment. Et ça aussi, ça relève, je ne sais pas, ça demande assez de travail. Est-ce qu'ils pourront le faire? Point d'interrogation. Mais je crois que bon, ça ne peut pas influencer le processus électoral en tant que tel. Constant? Oui, je pense que plutôt cette nécessité de parrainage ne va pas se faire selon ce que les prétendants à la candidature vont procéder, non? Ils seront accompagnés. Ils seront accompagnés pour s'assurer que les 2000 signatures minimum par région sont obtenues effectivement dans la région et non dans un bureau caché dans un coin de Dakar. Non, pas du tout. Et puis, contrairement à ce qu'on pense que Mais le gouvernement n'a pas les moyens pour les accompagner. Mais pourquoi? Non, même chez nous au Togo, pourquoi vous pensez même chez nous au Togo, pour avoir les 200 signatures, personne ne peut t'accompagner. S'il vous plaît. Tu donnes les pièces et on vérifie. Peut-être vous avez des éléments de preuve qu'au Togo, on ne peut pas vous accompagner. Mais le Sénégal est un pays qui a une grande avancée en matière de décentralisation. Et le pays est bien géré au plan local. Et les candidatures, mais c'est pas démocratique. les parrainages. C'est pas démocratique. En tout cas, c'est vous qui le dites. Aucun gouvernement ne peut demander à ses opposants, je vais vous accompagner pour recueillir les signatures. Ce n'est pas possible. Non, je dis bien, il y aura un système. Ce n'est pas le gouvernement qui organise les élections. C'est la CENI. Ou bien c'est la CENI, je ne sais pas. La structure chargée d'organiser les élections va suivre. On ne va pas laisser à n'importe qui de confectionner des listes. Je trompais qu'au Sénégal, c'est le ministère de l'Intérieur. Dans tous les pays, le ministère, de toute façon, la CENI est toujours sous tutelle du ministère. Je refuse de penser qu'un candidat puisse se cacher dans un coin de Dakar pour sortir 52 000 signatures. Non, ce n'est pas possible. Et ensuite... Donc, si le fait, ce serait faux usage de faux. Contrairement à ce qu'on pense que Macky Sall aurait échoué, c'est pourquoi il y a cette multitude de candidatures. Moi, je pense le contraire. Le jeu démocratique, le jeu au niveau des élections est beaucoup plus assaini et ça inspire confiance aux Sénégalais.
Ce n'est pas tous les jours qu'on se lève pour débrousser 30 millions, pour aller faire acte de candidature avec 85% de chances d'échouer, parce que, à supposer qu'il y ait 85 candidats, chaque candidat a 85% de chances de jeter les 30 millions par la fenêtre. Mais ce n'est pas non plus prouvé que les 30 millions sont payés par le candidat lui-même. Je vais vous dire, même au Togo, il y a des citoyens qui se lèvent et qui paient les frais de candidature, les cautions pour les candidats. Je ne raisonne pas volontairement. moi sur des suspicions. Je veux être logique et je veux être, je veux partir des faits. Et non des suppositions. Non, moi je connais des candidats, je peux donner les noms si vous voulez. Pour le cas du Togo, c'est d'autres citoyens qui ont payé leur caution. Jusque-là, c'est une réalité. C'est parce que ces citoyens qui ont payé pour les autres ont confiance en telle personne pour les représenter. Ça, c'est normal. Au sein d'un parti politique, si un candidat dépose son dossier au nom d'un parti politique, c'est l'ensemble des militants du parti qui cotisent. C'est normal. Qui devrait. La pause, elle sera la grande et on revient juste après.